Dossier numéro 2, avec un monsieur J qui est plus jeune, âgé de 32 ans, qui se présente aux urgences pour des symptômes qui évoluent depuis maintenant 4 jours. Un des premiers mots-clés à noter dans cet énoncé. Ces symptômes ont débuté par des fourmillements qui ont commencé au niveau des 2 pieds, s'étendant ensuite aux jambes. Il a des difficultés à monter les escaliers, bien que la marche soit encore possible. Et depuis ce matin, il dit avoir des picotements au niveau des mains, des avant-bras, ainsi que des difficultés pour articuler. À l'examen clinique, vous notez une marche qui est talonnante, et à la station debout, les yeux clos, cette marche est instable. Vous notez un discret déficit moteur proximal qui est bilatéral et symétrique au niveau des membres inférieurs, une apalesthésie, la palesthésie c'est la sensibilité vibratoire, au niveau des malléoles des 2 chevilles et des genoux, un trouble du sens du position des gros orteils et une abolition diffuse des réflexes ostéotendineux. Le réflexe cutané plantaire est en flexion, le visage est atone et inexpressif, l'ouverture de bouche est limitée à 2 cm, la fermeture des 2 yeux est incomplète avec une bascule des globes oculaires vers le haut. Première question, faites une analyse sémiologique du texte. Je vous laisse 3 minutes. Là encore, c'est un patient qui présentait une atteinte neurogène périphérique. Cette atteinte est bien sûr diffuse. On a vu que les symptômes évoluaient depuis 4 jours, donc l'atteinte est aiguë. On a une atteinte qui touche et les modalités sensitives et les modalités motrices.
Sur le plan sensitif, l'atteinte prédomine sur la sensibilité profonde. On a vu que ça touchait la palesthésie avec un signe de Romberg. Et elle débute en distalité de façon bilatérale, symétrique, avec une évolution ascendante. Vous avez ici 3 mots-clés primordiaux. L'atteinte motrice, elle, est plus proximale. On dit que le patient a des difficultés à monter les escaliers alors que la marche est encore possible. Ça signe une atteinte plutôt proximale que distale. Sur le plan facial, vous voyez que le patient a une diplégie faciale, une double paralysie faciale avec un double signe de Charles-Bell. La deuxième question, c'est d'après cette analyse sémiologique, quel est votre diagnostic? Je vous laisse 2 minutes. Le diagnostic était évident devant cette atteinte particulière aiguë du système nerveux périphérique, assez globale, avec une atteinte tant proximale que distale, bilatérale et symétrique et d'évolution ascendante. Le terme consacré de celui de polyradiculonéphrite. Ça évoque ici un diagnostic encore plus précis, celui de polyradiculonévrite aiguë inflammatoire, bien connu sous son petit nom de syndrome de Guillain et Barré. Question 3. Quel élément recherchez-vous à l'interrogatoire en faveur du diagnostic? Je vous laisse 2 minutes.
L'élément, s'il n'y en avait qu'un seul à rechercher à l'interrogatoire, c'est un élément étiologique qui est fréquemment retrouvé dans le cas du syndrome de Guillain-Barré. C'est celui d'un antécédent infectieux viral, respiratoire ou digestif, ou le cas d'une vaccination. Il faut savoir que dans le cas de Guillain-Barré, cet épisode infectieux ou cette vaccination doit être survenu dans les 5 jours à 3 semaines précédant le début des symptômes. Si ça survient avant 5 jours, c'est trop tôt. Après 3 semaines, c'est trop tard. Vous hospitalisez alors Monsieur F en service de neurologie. On arrive à la question 4. Quels sont les 2 examens qui vous permettront de confirmer le diagnostic? Que mettront-ils probablement en évidence? Je vous laisse 4 minutes. Le premier examen,
C'est l'analyse biochimique et cytologique du liquide céphalorachidien. Je vous rappelle que la ponction lombaire est un geste diagnostique, ce n'est pas un examen complémentaire, donc il faut toujours préciser que vous faites la ponction lombaire dans le but d'une analyse biochimique et cytologique du LCR. Pensez toujours à vérifier l'hémostase, s'appelez toujours au correcteur. Vous mettez en évidence dans le cadre du syndrome de Guillain-Barré ce qu'on appelle une dissociation albuminocytologique avec une protéinorachie élevée, à plus de 1 g par litre, le plus souvent, avec une cytorachie qui reste basse, à moins de 10 éléments par millimètre cube. N'oubliez pas que le LCR peut être normal sans éliminer le diagnostic. On dit que les anomalies du liquide céphalorachidien apparaissent entre 3 et 10 jours après le début des symptômes. Le deuxième examen, c'est un électromyogramme. Alors quand on dit électromyogramme, ça fait bien. Quand on dit électromyogramme de détection et stimulodétection des 4 membres, ça fait encore plus chic. Comme tout à l'heure, on a vu que cet examen se déroulait en 2 parties. La première partie, ça va être la détection. La deuxième partie, la stimulodétection. Quand on est devant une atteinte inflammatoire, le mécanisme est un mécanisme démyélinisant. Dans le cas d'une atteinte démyélinisante, la détection va être normale. Si la détection est perturbée, ça signe l'existence d'une atteinte axonale associée qui est de mauvais pronostic. En stimulodétection, c'est tout le contraire de la polyneuropathie alcoolique. On va avoir ici une altération des vitesses de conduction nerveuse, parce que la myéline, c'est un petit peu cette gaine qui permet à l'influx nerveux de passer plus rapidement. Donc si elle est atteinte, on va avoir des vitesses de conduction nerveuse qui vont être diminuées, parfois diminuées au point qu'on ait ce qu'on appelle un bloc de conduction. Le corollaire, c'est l'allongement des latences distales. Les latences distales, c'est quand on a une atteinte distale du système nerveux périphérique. On sait que dans la polyradiculonéphrite, on a une atteinte distale et proximale. Ce qui permet d'évaluer l'atteinte proximale du système nerveux périphérique, ce sont les ondes F, surtout, et H, qu'on utilise un petit peu moins. Donc là, on voit que l'atteinte démyélinisante est et distale et proximale, avec allongement de la latence des ondes F et des ondes H. Par contre, le pool d'axones est conservé, donc il n'y aura pas de diminution d'amplitude des potentiels d'action. Cinquième question. Je vous demandais quelle était habituellement l'évolution de cette pathologie et le facteur pronostic essentiel. Je vous laisse 4 minutes.
L'évolution classique du syndrome de Guillain-Barré, elle est en 3 phases. Une phase d'ascension ou d'extension qui dure environ quelques jours à quelques semaines, généralement moins de 4 semaines. Une phase après de plateau, qui dure le plus souvent elle aussi moins d'1 mois. Puis une phase de régression, où les symptômes vont progressivement, un à un, disparaître, souvent dans le sens inverse de leur apparition. Cette phase de régression peut durer jusqu'à 18 mois. Elle est souvent très lente et mal vécue par les patients. On dit qu'après 18 mois, il n'y a pas de récupération possible. L'évolution, elle se fait dans 80% des cas vers la guérison complète, ce qui nous permet quand même d'être rassurants avec nos patients qui développent un syndrome de Guillain-Barré. Dans 20% des cas, il y aura donc des séquelles qui seront sévères dans uniquement 5% des cas. Le facteur pronostic essentiel va être la présence de cette atteinte axonale associée à l'atteinte des myélinisantes, qui va entraîner donc, de plus importantes complications cliniques, une amyotrophie plus importante, des atteintes respiratoires plus fréquentes. Donc je dirais que c'est vraiment le facteur pronostic principal. Il y en a d'autres cliniques qui ont moins de valeur à mon sens.